Attali, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce deuxième entretien d'été de notre troisième cycle. C'est la troisième année que nous le faisons. Je voulais le remercier d'avoir participé il y a 10 ans au premier dîner de la Grande Loge de France, dont il a assuré, je pense, le succès et ce qui a permis la pérennité de cette manifestation. Il avait été l'invité d'honneur en même temps que Jean-Paul Delevoye, je pense qu'il s'en souvient. Donc je le remercie pour cette première manifestation et je le remercie encore d'avoir accepté de participer à cet entretien d'été. Est-il besoin de présenter Jacques Attali? Oh, très simplement, polytechnicien, énarque, surtout conseiller de François Mitterrand pendant une décennie, et puis un homme aux identités multiples, et surtout il a écrit de nombreux ouvrages, il a participé à la fondation de multiples structures, dont tout simplement une structure qui est assez passionnante et qui s'appelle Positive Planet et qui promeut le financement de micro-entreprises. Et je pense qu'il en a, avec Arnaud Ventura, il en a promu un certain nombre, je ne dirai pas le nombre, mais il le dira peut-être lui-même. Pourquoi les identités? D'une part, je pense que ça tombe bien, puisqu'il vient d'écrire un livre qui est passionnant et que je vous recommande, le livre de raison. Et à travers ce livre de raison, il y a de multiples identités qui sont un peu les siennes, je pense, et je vous conseille de lire ce livre. Alors, simplement pour répondre aux trois questions kantiennes que vous connaissez, que m'est-il permis d'espérer? Que dois-je faire? La première, c'est qui suis-je? Et peut-être que l'on pourrait employer plutôt que le présent, on pourrait employer l'inaccompli et dire plutôt que qui suis-je, que serais-je? Et que serais-je, c'est vraiment le thème de ce soir, quelles identités pour demain? Je remercie Jacques Attali. Marie-Thérèse va présenter les deux Voilà. modérateurs et ensuite nous disparaissons de l'écran. Donc, en quelques mots, je vous présente tout d'abord Sylvie Pierre. Donc, Sylvie, après avoir occupé un poste de responsable de programme dans une télévision nationale publique, est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, dans un institut national supérieur de formation au professorat. Elle est référente laïcité, chargée des enseignements sur la transmission des valeurs de la République et sur les questions de l'éducation, bien évidemment. Alors, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, d'articles sur la télévision et l'éducation aux médias et à l'information. Et elle donne de nombreuses conférences sur les enjeux de la désinformation. Donc, elle est membre de la Grande Loge féminine de France depuis 1996, où elle a été vice-présidente de la commission laïcité, et elle est fondatrice de la loge de recherche Bathilde de Vérité de la Grande Loge féminine de France. Et de même, elle est membre de l'Institut maçonnique européen, qui est l'institut maçonnique qui a été créé par la Grande Loge féminine de France. Donc déjà, merci Sylvie d'être ici présente ce soir. Nous sommes très honorés de ta présence. Donc Jean Dumonteil, que nous connaissons bien puisqu'il est déjà intervenu dans ces entretiens. Donc Jean est un frère, lui, de la Grande Loge de l'Alliance, journaliste, écrivain, secrétaire général du Global Local Forum, directeur de la Gazette des Communes. Ex. Non, ah, d'accord. Directeur de la rédaction des Cahiers de l'Alliance, et puis aussi vénérable maître de la loge de recherche, de la Grande Loge donc de l'Alliance. Merci aussi à Jean d'avoir accepté à nouveau d'être avec nous ce soir. Donc vous serez les deux médiateurs de cette soirée et nous allons laisser la parole à Jacques Attali. Il faudrait peut-être préciser que pour les questions, il faut simplement utiliser l'onglet Q et R. Voilà. C'est cet onglet-là qui servira. L'onglet discuter Voilà. ne nous sert pas. OK? Voilà. Donc, on pose ces questions sur Q et R et Jean et Sylvie reprendront les questions et les poseront à Jacques Attali une fois qu'il aura terminé sa conférence. Donc, Jacques, vous avez, je me permets de vous appeler Jacques, vous avez la parole et nous vous écoutons avec plaisir. C'est à vous. Je vous remercie de votre invitation. Comme vous savez, je n'ai qu'une heure à passer avec vous, mais je suis ravi de cette heure que nous allons passer ensemble. Et n'étant pas moi-même des vôtres, n'ayant jamais été des vôtres, même si on m'a souvent prêté cette appartenance parfaitement honorable, je suis toujours curieux et j'accepte toujours avec plaisir quand
quand je suis invité. Vous avez choisi un thème intéressant et à la fois curieux, parce qu'en effet, c'est un thème d'une grande importance pour comprendre le formidable trouble dans lequel se trouve l'humanité aujourd'hui. En fait, une identité, c'est quelque chose qui nous définit, qui nous identifie, qui nous donne un sens. Nous sommes, depuis l'Antiquité la plus ancienne, en tant qu'être vivant, identifiés par un très grand nombre de paramètres. Nous sommes identifiés par notre sexe, par notre lieu de naissance, par notre langue, par notre position sociale, par notre métier, par notre situation familiale, par toute une série de caractéristiques qui n'ont pas beaucoup bougé pendant très longtemps, puisqu'il y avait très peu de mobilité tant géographique que sociale, en tout cas depuis le début du néolithique, c'est-à-dire de la période sédentaire de l'humanité. En réalité, en fait, des choses sont plus complexes que cela, puisque depuis toujours, on a constaté l'existence de deux tendances contradictoires, comme toujours dans la nature humaine, dans la nature des sociétés, qu'on appelle parfois des tendances dialectiques. La première est que tous les efforts sont faits pour uniformiser les hommes, pour les mettre dans des cadres dans lesquels ils seraient tous identiques d'une façon ou d'une autre. On est tenté de les rendre identiques pour créer, et c'est le point central, ce que je voudrais exposer, une identité d'appartenance. Puisqu'il n'y a pas d'appartenance sans identité commune, une carte d'identité qu'on partage, et il n'y a pas d'appartenance sans identité qui définit la caractéristique de ce qui rassemble ceux qui se reconnaissent une identité commune. Et cette identité qui se veut en fait une façon d'uniformiser en rassemblant autour d'une identité commune, s'est trouvée dans mille et une façons, tenter d'unifier ou d'uniformiser autour d'une religion commune, autour de la discipline militaire commune dans les sociétés impériales, les sociétés religieuses et les sociétés impériales se sont recherchées comme étant cherchant à formater les identités dans soit la religion, soit la discipline militaire, soit dans la famille, qui est un formidable lieu de négociation de l'identité individuelle et d'uniformisation autour d'une constitution commune. Je l'ai dit tout à l'heure, par la langue, qui nous normalise, et puis par beaucoup d'autres choses, successivement, par le mode de vie, dont on constate aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, il est de plus en plus uniforme. Nous vivons tous de la même façon, nous mangeons tous de la même façon, nous avons la même conception matérialiste du monde de plus en plus. On peut dire que d'une certaine façon, d'ailleurs, l'Occident qui ne domine plus le monde, l'Occident ne domine plus le monde, mais l'occidentalisation du monde a eu lieu. Même ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de l'Occident partagent l'uniformisation du monde, y compris par le vêtement, par exemple, où tout le monde s'habille d'une façon qui ressemble de plus en plus au costume bourgeois du milieu du XXe siècle européen. Par la musique, qui est aussi commune un peu partout maintenant sur la planète. Tout le monde partage les mêmes musiques, les mêmes désirs, les mêmes goûts, les mêmes spectacles. J'assiste aux grands spectacles sportifs ou des films qui sont les plus généraux. Et puis, on peut dire qu'aussi, on est de plus en plus commun par une uniformisation qui se crée sur les valeurs. Il y a à la fois les valeurs qui sont communes, qui sont des valeurs qu'on pourrait dire humanistes, qui sont celles de la Déclaration des droits de l'homme, qui tend à uniformiser les valeurs de l'humanité à partir des années 1950, et naturellement avec des uniformisations contraires autour des valeurs du patriotisme et du nationalisme, telles qu'on voit apparaître dans d'autres sociétés.
Il y a donc une forte tendance à l'uniformisation et dont le moteur principal, c'est l'uniformisation par l'argent. Au fond, qu'est-ce que l'argent? C'est une façon de nommer les choses par un identifiant unique. Un identifiant unique qui est sa valeur monétaire. Et donc, on uniformise les choses en faisant qu'elles ne soient plus rien d'autre que leur valeur monétaire. Et l'identifiant des choses, c'est cette valeur-là. On peut même penser qu'il y a une machine à uniformiser que le capitalisme a créée en transformant tout en objet marchand et en transformant toute valeur en monnaie, qui donne un sentiment d'irréversibilité, d'une transformation du monde en un monde uniforme, marchand, où tous les objets deviendraient des objets marchands, plus rien ne serait autre que le marché, tous les objets deviendraient des objets industriels, et même, je suis souvent amené à penser que la grande histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une traduction de la vie en artefact. Tout ce qui est vivant, c'est-à-dire extraordinairement divers, devient uniforme parce qu'il est transformé en objet, que ce soit les objets qui nous servent de prothèse ou les prothèses que nous mettons nous-mêmes, ou nous-mêmes qui, par la génétique, sommes en train de devenir des prothèses et où nous cherchons à créer cette identité par la ressemblance de chacun de nous en objet marchand, un peu comme dans ce roman que j'aime beaucoup de science-fiction, Je suis une légende, où le dernier personnage vivant se rend compte qu'il croit être vivant face à des vampires sans se rendre compte qu'il est lui-même déjà devenu un vampire. Si chacun d'entre nous est déjà des objets, on comprend que nous sommes des vivants entourés par des objets. Et donc cette uniformisation-là est en marche. Et à l'inverse, on voit une formidable bataille contre cette uniformisation. Elle prend toutes les mesures, toutes les formes. D'abord, il y a des choses qui nous amènent à être différents par nature, même si le combat pour l'uniformisation tente de les réduire. Par exemple, nous sommes différents par nature selon notre âge, même si la chirurgie esthétique, la tyrannie de la jeunesse fait que nous sommes tous appelés à être uniformément jeunes et à ressembler tous uniformément à certaines valeurs autant que ça nous est possible. Mais cette différenciation des âges est là. Deuxièmement, il y a une formidable différenciation des connaissances, parce que les connaissances étant tellement immenses aujourd'hui, quelqu'un possède plus une petite partie des connaissances, des métiers et sous forme extrême et très intéressante de la diversité croissante, c'est la diversité des genres. Jusqu'à présent, dans l'humanité, il y avait deux genres, masculin et féminin. Et il y a une tendance très forte à l'uniformisation des genres, puisqu'il y a une tendance à la disparition du féminin, d'abord parce que tous les femmes, à juste titre, veulent avoir la même conditions de vie, espérance de qualité de vie que les hommes, que même certaines d'entre elles veulent avoir, se débarrasser des différences proprement spécifiques. En particulier, il y a une forte tendance à voir les femmes vouloir se débarrasser du fardeau de la maternité, au point qu'on peut penser qu'il y a une lourde tendance à l'évolution vers une société unisexe, où les enfants naîtraient d'une façon artificielle, dans la logique de l'artefact dont je parlais tout à l'heure, et où les êtres vivants seraient tous uniformes. Mais en même temps, il y a la tendance inverse qu'on constate aujourd'hui, qui est au contraire à l'extraordinaire diversité des genres. Non seulement il y a 2 genres, mais il y a beaucoup plus que 2 genres. Il y a 3 genres, 4 genres, 5 genres, 6 genres. On le voit apparaître aux États-Unis avec le LGBTQI+, et où même on en est à façon parfaitement respectable, à ce que chacun puisse dire mon genre m'appartient, je n'ai même pas à le dire,
je suis différent de tous les autres, je n'ai le seul personne qui a le même genre que moi, c'est moi, et encore moi, j'ai un genre à l'instant présent, et je peux parfaitement revendiquer dans 10 minutes un autre genre. Et ce paroxysme du point le plus ultime de l'identité, qui est l'identité de genre, est en train de sauter. Ce qui ne saute pas, c'est, pour l'instant en tout cas, c'est l'identité par le lieu et la date de notre naissance et par tout ce que ça implique comme conditions sociales. On ne peut pas encore imaginer comment on pourrait un jour avoir une identité qu'on puisse reprendre à son compte et choisir. Au fond, la grande différence entre les deux mouvements, c'est que le premier mouvement est un mouvement qui dit vous appartenez à une société collective et cette société vous impose une identité pour pouvoir vivre en société, c'est l'identité d'appartenance. Et la deuxième tendance, c'est celle qui dit vous êtes un être vivant donc libre et la liberté la plus ultime, c'est celle de choisir votre identité sous toutes ses formes. Et donc, vous choisissez votre identité, ce qui fait que chacun d'entre nous, si nous choisissons vraiment notre identité, ne serions plus à terme qu'une collection d'individus à identité autonome, totalement déconnecté des autres, où chacun serait un être qui n'a plus de relation de correspondance avec qui que ce soit d'autre, et donc ne serait plus en situation d'une quelconque uniformité. Cette double tendance contradictoire, c'est vraiment celle à laquelle on assiste aujourd'hui, avec dans les deux cas des tendances extrêmement mortifères. Je peux ajouter d'abord sur l'identité personnelle, c'est que non seulement chacun veut être ce qu'il veut être indépendamment de tout le contexte qui l'environne, chacun doit avoir le droit à plusieurs identités à la fois. On veut être soi. Mais en même temps, il y a cette tendance contradictoire où on veut appartenir à quelque chose. On veut avoir le sentiment d'être membre d'une collectivité. Et donc, ces deux tendances contradictoires sont tous les deux à la fois, sont les deux faces de la nature humaine. D'une part, nous voulons être libres, d'autre part, nous refusons d'être seuls. Et être libre, c'est être seul. Se choisir, c'est... Et plus nous refusons d'être seuls, plus nous partageons nous devons partager une identité avec les autres, puisque un partage d'identité, c'est la condition de la communication avec les autres. Il n'y a pas de communication s'il n'y a pas d'identité conjointe. Et cette identité conjointe est à la fois très recherchée et très combattue. Pourquoi est-elle combattue? Parce que dès qu'il y a identité commune, il y a rivalité. Et René Girard l'avait bien montré dans plusieurs de ses livres. Il n'y a de violence qu'entre des gens qui sont identiques, qui partagent une identité. Parce que s'ils partagent une identité, ils partagent un même désir pour un tiers. Et la lutte contre la violence passe par la lutte contre l'uniformité des identités. C'est dans la différence des identités que se situe la différence des désirs, donc la disparition de la rivalité. Si on ne désire pas la même chose que l'autre, on n'est plus rival. Mais en même temps, ça renvoie à une autre violence qui est si je suis indifférent au sort de l'autre, le sort de l'autre qui n'est plus quelque chose qui me concerne, alors on peut laisser mourir l'autre à côté de soi sans intervenir, et on oublie que chacun d'entre nous n'est rien s'il n'apporte pas son support à l'autre, que nous avons intérêt à être altruistes, c'est même la clé de la civilisation. Nous avons intérêt à être altruistes. Or, pour être altruiste, il faut comprendre qu'il y a quelque chose en commun entre nous et l'autre. Donc, nous sommes partagés entre deux risques extrêmes. Le risque d'une mort par excès d'identité et le risque de mort par excès de différence. Ce qu'avait très bien compris le grand philosophe, médecin, biologiste Henri Atlan, quand il a écrit ce livre très important qui s'appelle Entre le cristal et la fumée, où il avait pris cette métaphore très intéressante en disant
il y a deux formes de mort. Il y a la mort par l'excès de désordre, c'est la fumée, tout est désordre. Et il y a la mort par l'excès de l'ordre, c'est le chrysal. Et au fond, la vie, c'est un bricolage entre les deux formes extrêmes de mort, la mort par l'anarchie, la mort par l'ordre. Et c'est pourquoi la bataille permanente entre beaucoup d'identités nécessaires à communiquer et à partager quelque chose avec les autres et à comprendre qu'on a intérêt avec l'altruisme, et la bataille pour davantage de liberté qui nous amène à vouloir être loin des autres est permanente. Je pense qu'aujourd'hui, cette bataille est en train d'évoluer dans un sens qui m'amène à penser que c'est plutôt la tendance de la liberté individuelle qui est en train de l'emporter, pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes tous convaincus que la liberté est une valeur absolue, mais si la liberté amène à nier l'importance de l'altruisme, alors elle est mortelle. Et elle conduit à être tellement libre qu'on n'a plus de raison d'être loyal, puisqu'on est libre de changer d'avis en permanence, on est libre de ne pas attacher d'importance au contrat, on est libre d'être déloyaux, et nous ne serions plus que des mercenaires déloyaux dans une société sans signification. Je pense que c'est ça qui nous menace le plus. C'est une juxtaposition de plus en plus forte d'identités solitaires. Je ne veux pas employer le mot autiste parce qu'il a une connotation proprement médicale, mais d'identité solitaire, dont on voit la traduction individuelle par les individus qui se focalisent sur les réseaux sociaux et dont on voit la traduction collective dans le populisme, qui est la recherche d'une identité collective fermée sur le reste du monde, une identité sourde au reste, une identité qui refuse d'admettre la nécessité d'être ouverte aux autres. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au fait que l'identité, ça n'existe pas. Parce que l'identité supposerait que nous soyons quelque chose indépendamment de ce qui nous entoure. Nous ne sommes rien indépendamment de ce qui nous entoure. Parce que nous sommes en permanence contraints de nous nourrir, de respirer, de boire, de recevoir des informations venues de l'extérieur, et qui tout, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on entend, nous donne, nous change en permanence. Nous sommes plus ce que nous étions la veille, après avoir mangé ce que nous avons mangé, après avoir entendu ce qu'on a entendu, ou même n'avoir rien entendu si on a décidé de faire silence. Donc notre identité est une illusion qui est nourrie de ce que nous refusions de voir, pour certains, que nous ne sommes qu'un être magique, transformé en permanence par ce qu'il reçoit des autres au sens des autres vivants, qu'ils soient des humains ou autre chose. Et c'est dans l'acceptation de cette réception des autres, dans cette capacité que nous avons à sélectionner ce qu'on reçoit des autres. On ne mange pas n'importe quoi, on ne boit pas n'importe quoi, on n'attache pas de l'importance à n'importe quoi. C'est dans cette capacité à sélectionner ce qui nous vient des autres que se situe, je crois, le propre de l'homme, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte que son identité change en permanence, de l'admettre, je dirais se résigner à ne pas être nous-mêmes tout le temps le même, mais en même temps à en tirer le meilleur. Si on compare ça non pas à l'individu, mais à la nation, une nation qui se ferme au reste est condamnée à mourir. Elle ne reçoit aucune innovation de l'extérieur, elle n'accepte rien qui vient de dehors, elle disparaît inévitablement. C'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent pour les nations rurales, parce qu'une nation rurale a très peur de ce qui vient de l'extérieur. Elle a besoin que tout se répète au même, elle a besoin que le soleil revienne, que la pluie revienne, elle déteste le nouveau. Tandis qu'une nation maritime, elle accepte avec bonheur ce qui vient de l'extérieur, parce que ce qui vient de l'extérieur, ça lui apporte des idées, des marchandises, des gens, et elle peut à la fois commercer avec le reste du monde, avec tous les sens du mot commercer, se transformer elle-même parce qu'elle reçoit, et elle se transforme sans
chocs brutaux, tandis qu'une nation rurale, n'ayant pas cette capacité à se transformer en permanence, à adapter son identité à ce qui vient du monde pour le meilleur, va accumuler les contradictions et à un moment va changer de plus en plus. C'est pourquoi d'ailleurs les pays maritimes évoluent par réforme et les pays ruraux évoluent par révolution. La France, si elle avait choisi de mettre sa capitale au Havre, aurait été un pays qui évolue par réforme, ayant choisi de mettre sa capitale au milieu de nulle part, n'évolue que par révolution parce que son identité est crispée. Et on voit bien que cette identité crispée est illusoire. Si vous regardez ce qui se passe dans la langue française, il y a un très bon petit livre qui a été écrit récemment par mon ami Eric Orsena, où il faisait la liste de toutes les origines de tous les mots de la langue française. On s'aperçoit qu'il y a très peu de mots de gaulois et beaucoup plus de mots d'arabe, de chinois, d'anglais, d'allemand, d'italien, d'arabe et de bien d'autres langues dans la langue française. Et c'est un merveilleux exemple, puisque si on veut définir l'identité française, est-ce que c'est un territoire? Non, parce qu'il change tout le temps. C'est une culture, peut-être, mais elle change aussi tout le temps. Je dirais volontiers, comme l'avait dit Camus, que mon pays, c'est ma langue. Mais une langue dont je viens de dire à l'instant qu'elle est sans cesse en mutation et qu'il faut accepter comme une bénédiction qu'elle soit. Donc notre seule identité, c'est le voyage. C'est le voyage fenêtre et porte ouverte, en accueillant tout ce que le voyage nous apporte, avec le plaisir émerveillé de la découverte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Attali. Alors, beaucoup de questions, évidemment, qui vont jaillir de ces belles paroles que vous avez prononcées avec ce mouvement permanent entre le collectif et le singulier, avec des identités qui sont aussi des identités, souvent des masques. Vous avez utilisé le mot d'uniformité plutôt que l'universel. Peut-être, ça serait une première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi cette uniformité finalement qui ne masque pas grand-chose, puisque vous nous dites que l'ouverture est totale et que l'identité n'est qu'une illusion? Je ne comprends pas très bien la question qui est derrière votre remarque. La question, c'est plutôt de se dire comment on sort, on est automatiquement dans l'ouverture et dans la relation à l'autre. Et que l'identité, vous avez évoqué pour certaines nations cette identité sourde aussi que serait le populisme, qui sont une illusion totale, voire une impasse. Et comment aujourd'hui, de l'uniformité à l'universel, on fait vivre la relation et dans le voyage, on est avec les autres voyageurs. L'universel, c'est le champ du voyage des identités multiples qui se nourrissent de l'universel lui-même étant sans cesse changeant. Car par nature, l'universel n'est pas stable. On n'est pas dans le moteur immobile d'Aristote. On a un univers changeant, même l'univers physique est sans cesse changeant. Donc l'universel lui-même est sans cesse en mouvement. Je pense que la seule façon extrêmement prosaïque de répondre à votre question, c'est qu'on ne peut passer de cette autarcie suicidaire à une ouverture tolérante et curieuse au monde que quand on comprend qu'on a intérêt à être altruiste, qu'on a intérêt à donner et à recevoir. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'ai égoïstement intérêt à être altruiste. J'ai intérêt à ce que les autres soient bien portants parce que sinon ils vont être contagieux de leur maladie. J'ai intérêt à ce qu'ils soient bien formés parce que mon pays ira mieux si tout le monde est bien éduqué. J'ai intérêt à ce que l'Afrique soit développée parce que sinon il y a des risques de mouvements migratoires incontrôlés. Nous avons tous intérêt à ce que les autres aillent le mieux possible. Et donc nous avons intérêt à être ouverts aux autres pour en recevoir le meilleur. Et en les reconnaissant dans leur identité ou en faisant des projections sur l'identité que nous voyons à travers eux? En reconnaissant leur identité, en étant curieux de ce en quoi on peut s'en nourrir, de ce de quoi on peut apprendre d'eux. Sylvie? Oui, alors nous avons beaucoup de questions, donc je vais essayer d'en poser une première autour de l'uniformisation. Vous avez évoqué l'uniformisation
des valeurs, la normalisation. Donc, il y a un certain nombre de questions sur l'uniformisation identitaire de l'humanité et en quelque sorte, comment résister à ce mouvement d'uniformisation, de normalisation en fait des comportements, de notre mode de vie, vous l'avez dit, et aussi d'une façon plus générale de nos identités. Ma réponse, c'est la curiosité. Il faut apprendre, il faut être ouvert, il faut lire, il faut faire d'autres choses, il faut assumer le fait que nous sommes mortels et qu'on va vivre qu'une seule fois et qu'autant vivre plusieurs vies à la fois. Et il faut essayer de ne pas s'enfermer dans des routines d'aucune façon. Il faut écouter et sans cesse refuser d'être soi-même le même. Comme disait le célèbre ici Héraclite, le fleuve n'est jamais le même. Nous ne sommes jamais le même. Il faut assumer assumer vraiment pleinement que nous sommes totalement différents et que c'est une bénédiction que de nourrir sa différence de ce que nous apportent les autres. Même si les autres parfois nous énervent, parfois nous insupportent, nous sommes pleinement nous-mêmes encore plus quand on reçoit des autres. C'est pas facile parce que c'est très rassurant la routine. C'est très rassurant le maintien d'identité. On peut dire même de cette façon que l'uniformité, c'est une façon de lutter contre la peur de la mort, puisqu'on si on est uniforme, on est immobile. Et si on est immobile, on peut mourir. On pense qu'on va pas mourir, puisqu'on pense qu'on est permanent et qu'on va rester ainsi. Donc, prendre le risque de s'ouvrir, c'est prendre le risque d'assumer notre fragilité, notre mortalité. Ne pas prendre ce risque et rester immobile, c'est s'enfermer dans l'illusion d'immortalité. Ce que vous avez décrit comme l'uniformité, c'est aussi dans les modes de vie l'occidentalisation des mœurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Ouais. Et malheureusement, c'est un grand conformisme mondial qui est un appauvrissement. Oui, tout à fait. Et en même temps, alors c'est toute la question extrêmement difficile de savoir si nous sommes au moment d'un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui va créer une eau tiède, ou si nous sommes au contraire au moment d'un mélange de tellement de choses différentes qu'on va créer de nouvelles différences. Et je pense que c'est plutôt la deuxième chose. Je ne pense pas que nous allions vers une langue unique. Je peux élaborer sur cette question. Je ne crois pas que nous allions vers une langue unique. Je ne crois pas du tout que l'anglais va l'importer, ni même le globish, l'anglais global. Je n'y crois pas une seconde. Tout simplement parce que nous avons de plus en plus de moyens de parler dans une langue et d'être entendu dans une autre, et que ceci va créer la possibilité pour chacun de parler sa propre langue et de ne même pas s'intéresser aux langues des autres, avec l'inconvénient inverse de s'enfermer dans sa propre culture et de ne pas connaître la culture des autres, puisqu'on ne connaîtra plus la langue des autres, puisqu'on n'aura plus besoin de l'apprendre. Vous voyez qu'il y a à chaque fois un revers de la médaille. Mais je ne crois pas du tout à l'uniformisation. Ne pas avoir peur de Babel. Oui, parce que ça ne sera pas Babel, puisque nous avons les moyens que ça ne le soit pas. Sauf si quelqu'un décide de mettre un bug dans nos systèmes de traduction et nous rend en situation de ne plus pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et donc, je pense que c'est plutôt la diversité qui s'installe. Mais parfois, comme je le disais à l'instant, c'est une diversité artificielle, c'est une diversité technologique. Alors, je vous pose une question telle qu'elle apparaît dans les questions-réponses des auditeurs. Peut-on faire une société, entre guillemets, uniforme, avec un S, en promouvant et ou récompensant les individualismes? Vous avez évoqué d'ailleurs de l'individualisme, voire la solitude, parfois mortifère. Ce qui vient d'être décrit ici, c'est la société idéale de la Chine, c'est-à-dire une société où le modèle serait complètement uniforme, où chacun serait seul avec son idéal, qui peut être un idéal de consommation, du familial, ou de valeurs qui
peuvent changer et où la société définirait un certain nombre de sanctions et de récompenses pour qu'on se conforme à ce modèle. Et les nouvelles technologies d'intelligence artificielle vont permettre de suivre avec un grand détail ce qu'on peut savoir ou doit savoir de chaque individu pour le pousser à se conformer ainsi. Ce qu'on voit déjà avec les primes d'assurance, qui nous disent si vous êtes un bon conducteur, vous paierez moins, donc l'uniformisation des modes de comportement. Si vous ne buvez pas d'alcool, vous paierez moins, etc. Donc, il y a différents moyens de normalisation des comportements marchands qui sont en marche, mais ça n'est possible que dans une société qui fonctionne au bout, à la fin, sur la peur, qui seule peut empêcher, il n'y a que la peur qui peut empêcher l'expression du désir de liberté. Alors, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot de juxtaposition. Justement, comment on sort de la juxtaposition pour retrouver des différences dynamiques, peut-être? On évoquait Babel tout à l'heure. Comment on fait de la traduction? Comment on peut être aussi ces ferments de traduction et de collectif? C'est savoir que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que ensemble, on peut créer quelque chose d'autre qu'un musicien de jazz et un musicien classique se mettent ensemble, ne vont pas jouer ni du jazz ni du classique, mais on va inventer quelque chose de plus. C'est en trouvant de l'intérêt au voyage. Et à ce moment-là, créer des identités communes, de nouvelles identités communes, si tant est que l'identité, comme vous le disiez, n'est pas qu'une illusion. Oui, des identités communes, mais encore une fois, on peut avoir plusieurs identités et des identités sont sans cesse changeantes, mais je dirais plutôt des ponts que des identités communes, des moyens de communication entre des identités. Et puis peut-être aussi des projets communs. Est-ce que c'est pas ce qui nous manque aujourd'hui? Et Alors on voilà, le voit cruellement dans notre société française. voilà. C'est clair que ce qui nous manque, c'est des projets qui fassent qu'on ait une identité commune. Une identité commune au sens de regarder dans la même direction, ce qui n'empêche pas chacun d'avoir son identité. Et on peut avoir des projets communs de 1000 façons. On peut avoir bien des projets communs avec bien des groupes différents. C'est pour ça qu'il ne faut jamais réduire ça à un. Mais par exemple, on peut avoir un projet commun de la France, et puis un projet commun de sa famille, et puis avec quelques amis ou dans son entreprise. Et on peut avoir 1000 projets communs à des groupes différents. C'est pour ça que je crois beaucoup à tout ce qui est mélange. Je vois apparaître une question qui me rappelle ce que j'ai souvent dit, c'est que pour moi, la société de demain, ça ressemble beaucoup au Brésil. C'est-à-dire une société où le métissage est partout. Il est plus ou moins accepté parce que le Brésil est quand même une société qui reste très raciste et très ségrégationniste, mais où ce mélange, et évidemment, le Brésil, c'est pas un lieu d'uniformité, c'est un lieu d'apparition de différences nouvelles. Alors, plusieurs questions portent sur la communication. Donc, la communication contemporaine, et vous avez évoqué assez rapidement, mais les moyens de communication, la mondialisation. Et la question est la suivante, la communication contemporaine n'est-elle pas un moyen de déshumanisation dès lors qu'elle n'est plus un vecteur de transmission? Elle reste toujours un moyen de transmission. Je suis en train de terminer un livre, après avoir écrit une histoire des médias, je suis en train de terminer un livre sur l'histoire de la transmission et de l'éducation, qui est une des formes particulières de la transmission. Donc, les médias, aujourd'hui, sont des moyens de transmission. On peut même dire que les médias sont en train de remplacer l'école comme moyen de transmission, puisque les jeunes passent, pour certains d'entre eux, déjà plus de temps à communiquer sur les réseaux sociaux qu'à l'école. Et je crois plus à ce qu'il lit sur les réseaux sociaux que ce que dit le prof. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'un et l'autre. Il y a une mutation qui est en marche des modes de transmission qui ont longtemps été des modes de transmission familiaux ou très locaux, l'artisanat, le spécialiste, etc., pour passer ensuite à l'école.
et pour aujourd'hui échapper à l'école avec des risques considérables de toutes sortes sur la pérennité de la transmission, le sens de l'effort, l'acculturation dans la durée, enfin, toutes ces choses sur lesquelles on pourra revenir. Mais il y a, disons que les modes de transmission sont des outils de la construction d'identité et que ces outils fonctionnent aujourd'hui dans un sens de diversification croissante. Parce que je ne crois pas du tout aux médias de masse. Je crois plutôt qu'on va à des médias de plus en plus atomisés, personnalisés. Et dans un livre que j'avais écrit sur l'histoire des médias, j'avais montré qu'on était en train de retourner à la lecture de journaux très spécialisés, écrits par des gens auxquels on attache de l'importance et qui sont vraiment des journaux à peu d'audience, mais suffisants pour pouvoir vivre. Mais il y a un auditeur qui nous fait remarquer le risque de la tribu, de l'enfermement, justement, dans ce petit monde qu'on se crée. C'est ça. Là encore, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'avoir une tribu, mais les tribus ne sont pas forcément guerrières et on peut appartenir à plusieurs tribus. Moi, je ne vois pas pourquoi je n'habiterai pas à Marseille et je ne soutiendrai pas le PSG. Courageux. Voilà. Oui, mais il faut pouvoir faire les deux à la fois et il faut appartenir à beaucoup de tribus et admettre qu'une tribu ne doit pas être... parce que nous sommes multiples, nous devons accepter d'être définis d'une façon multiple. Alors, quand vous dites « nous sommes multiples », c'est « je suis multiple » aussi. Hein, c'est ça ce qu'il faut entendre, oui. Jacques Attali. Oui. Et accepter d'être à la fois dans une recherche d'unité et d'accepter ces différents mondes dans lesquels nous vivons, les différents groupes, tous ces cercles plus ou moins concentriques. C'est ça, pas concentrique du tout d'ailleurs. Pas d'ailleurs, exactement. En plus, on parle beaucoup d'archipels en ce moment. Ils sont, en fait, être des voyageurs, comme vous l'avez dit, les voyageurs, être ouverts sur le monde. C'est ça. Être ouvert être curieux. Je pense que les deux qualités les plus importantes aujourd'hui, c'est la niaque et la curiosité, qui sont liées l'une à l'autre. Nous avons la niaque, ça nourrit la curiosité se nourrit de la niaque. Mais tout à l'heure, vous nous disiez que le capitalisme transforme tout en valeur marchande. Est-ce que justement, il y a un espace pour que tout ne soit pas transformé en valeur marchande? C'est une question de... Tout à l'heure, les musiciens de jazz et le 1 + 1 = 3. Comment on crée aussi de la beauté? C'est une question de volonté. Je prends un exemple. L'histoire de l'alimentation, que j'ai aussi trouvé du grand plaisir à écrire. Dans l'alimentation, on s'aperçoit que l'alimentation est formidablement diverse tout au long de l'histoire humaine et qu'à la fin du 19e siècle, le capitalisme ne supporte pas cette diversité, fait tout pour la réduire et la casser. Et il la casse pour une raison principale, c'est que le repas est anticapitaliste. Le repas, c'est un moment où on bavarde, ce qui est très dangereux, où on ne travaille pas, ce qui est très dangereux, et où on ne consomme que très peu, seulement le repas pendant 2 heures. Donc il faut à tout prix le casser. Et le capitalisme a cassé, a détruit le repas en nous faisant manger sans arrêt des petites choses dangereuses, des sucres artificiels, etc. Et en dehors des repas qui ont partout à travers la planète, sauf en France, même si la France est aussi victime de ça, ont pratiquement disparu. Le repas de midi comme le repas du soir, chacun mange devant son écran, etc., etc. Donc, si on veut, dans ce domaine particulier, retrouver du sens, il faut défendre et reconquérir le temps du repas. Il ne faut rien manger en dehors des heures de repas et il faut manger avec d'autres en parlant longuement pendant le repas. Se rendre compte que c'est un temps convivial et un temps qui a du sens, un temps qui fait naître des idées et échanger dans la diversité. Si on se laisse aller à ne manger que des choses soi-disant utiles, mais en fait des poisons uniformes à tous les bouts de la planète, on participe de cette marchandisation du monde qui est mortelle. Donc, retrouver à la fois des espaces de joie partagée, hein, en l'occurrence, mais
aussi d'affirmation de la diversité autour d'une table. C'est C'est ça, reconnaître que chaque convive est unique. exactement, exactement, exactement. Alors oui, on revient encore là, Sylvie, je vois une interpellation là entre universalité et uniformité. C'est le mot que vous avez choisi, uniformité, hein, pour nous frapper là dès le début et passer de l'uniformité à une diversité heureuse. Comment on fait? C'est la curiosité qui, pour moi, est la clé des choses. Si on accepte d'être ouvert à apprendre quelque chose de neuf, à ne pas considérer que je n'aime que telle musique et je ne vais pas en écouter une autre. Je pense à cette phrase d'un écrivain britannique que j'aime beaucoup, qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait Jérôme K. Jérôme, qui était un humoriste anglais très connu à Trois l'époque, hommes dans un bateau? 3 hommes dans un bateau, et qui avait écrit justement dans ce livre cette phrase merveilleuse: pensez au premier humain qui a goûté la saucisse de Francfort. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui l'avait goûté, on ne saurait pas, en tout cas pour ceux qui aiment ça, que c'est bon. Donc il faut essayer les choses et apprendre à les découvrir. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. La curiosité humaine est insatiable. On le voit avec ce qui se passe dans la conquête de l'espace, dans les découvertes. Je n'ai pas de doute. Oui, pardon. Vous avez dit, nous avons intérêt à être altruistes et plusieurs questions portent sur cela, à la fois l'altruisme, l'ouverture à l'autre. Et peut-être pour revenir à la question de la transmission et l'éducation, quel est le défi éducatif, quel est au XXIe siècle de la formation, la transmission à cette attitude altruiste ou en tout cas à cette ouverture, à cette fraternité. Vous avez écrit un C'est livre. le sujet d'un livre que je suis en train de terminer et que je publierai, j'espère, avant la fin de l'année, sur l'histoire mondiale de l'éducation et la façon dont il faut imaginer la suite. Mais il faut éduquer à la collaboration. Il faut faire découvrir aux jeunes et à tout le monde, parce que l'éducation maintenant, ça va être tout au long de la vie en permanence, l'émerveillement de la collaboration, de ce qu'on apprend mieux en partageant qu'en s'enfermant. Moi, j'ai fait cette découverte assez tard, puisque j'ai subi une scolarité avec de très grands professeurs, mais dans une solitude compétitive. Et puis, une fois arrivé dans une des grandes écoles que j'ai eu le privilège de pouvoir faire, je me suis rendu compte que j'avais tout intérêt, et mes camarades aussi, même si nous étions dans un univers de compétition extrême dans l'école, que nous avions tous intérêt à collaborer, à se poser des questions, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est pas la même chose que ce que l'autre ne comprend pas. Et qu'en parlant ensemble, on fait surgir dans son propre cerveau ou dans le cerveau collectif quelque chose de neuf. Il y a des systèmes d'enseignement qui sont fondés sur ce principe dès l'âge de 2-3 ans, en particulier le système finlandais, qui est fondé sur la collaboration, qui refuse le classement, qui ne donne pas de notes aux enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, et avec un succès remarquable. Je dois dire, pour être honnête, que le système exactement inverse de la compétition absolue, avec des notes depuis l'âge de 2 ans, dans un esprit de grande violence compétitive, dont le paroxysme est Singapour, donne aussi d'excellents résultats, mais évidemment dans une tension complètement différente et vraiment dans un individualisme mortifère. Et ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez de méthode collaborative, hein, du collectif, c'est que automatiquement l'individu s'épanouit aussi. Tout le monde est gagnant dans cette affaire. Exactement. Et notre système scolaire n'est pas du tout fait pour ça. En tout cas, en France, il n'est pas fait du tout pour ça. On n'apprend pas à collaborer avec l'autre. On n'apprend pas à apprendre de l'autre. On n'apprend pas à apprendre de ses camarades. On n'apprend pas. Ce qu'on apprenait souvent, d'ailleurs, dans les religions anciennes, je pense en particulier au judaïsme, dans lequel tout est fait pour que les élèves échangent, puisque dans le judaïsme, il est dit que quand on prend un texte, il faut se mettre à deux face à ce texte et chacun doit défendre un point de vue contraire. Et puis au bout d'un moment, on doit changer. Chacun doit défendre le point de vue de l'autre.
ça sur tous les textes en permanence. C'est une formidable méthode de tolérance, d'apprentissage, de gymnastique intellectuelle, parce qu'il faut prendre deux positions contraires. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui va beaucoup plus, qui est très profond. Et qui est fondé sur la relation et la construction commune, partagée Alors, c'est comprendre qu'on a intérêt à l'autre, ouais. Donc on n'a pas intérêt à le tuer accessoirement, et et surtout se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça que changer de position est si important, se mettre à la place de l'autre. Un grand thème de recherche, c'est autour du vivant et de reconnaître la place du vivant qu'on a un peu oublié, et même tout à fait oublié. On a une question là justement qui portait sur le défi climatique et les dangers qui sont ceux aujourd'hui qui se posent à l'homme. Est-ce que là encore, nos petites personnes, ce que vous avez appelé tout à l'heure, l'individualisme, est aussi en apparente contradiction avec ce grand destin commun qui est le nôtre? Comment on réconcilie et comment On le justement… réconcilie en étant altruiste à l'égard des générations futures. Parce que tout ce que j'ai dit concerne à la fois les vivants, concerne les morts, puisqu'il s'agit de ne pas oublier tout ce qu'ils nous ont laissé depuis 500 000 ans au moins, d'héritage, et concerne aussi ceux qui sont à vivre demain, qui ne vivent pas encore, vis-à-vis desquels nous avons un grand devoir. Donc il faut assumer notre dépendance à l'égard de ceux qui ne sont pas encore nés. Nous leur devons beaucoup. Parce qu'après tout, ceux qui ne sont pas encore nés vont naître bientôt et travailleront quand ceux qui sont nés aujourd'hui seront à la retraite. Et nous avons intérêt à ce qu'ils aient un monde vivable pour pouvoir nous préparer un avenir vivable pour nous. Et par rapport à cela, quelle est votre position? Est-ce un droit, le droit des générations suivantes, ou est-ce le souci des générations suivantes? Pour moi, c'est un droit que je cristallise de la façon suivante en disant que je voudrais que dans la Constitution française, ou pas seulement, parce que la France est vraiment une petite partie minuscule de l'humanité, que dans toutes les constitutions, il y ait l'article suivant: aucune décision ne peut être prise par la puissance publique sans démontrer qu'elle n'est pas contraire à l'intérêt des générations futures. Alors bien sûr, on peut se tromper, c'est très difficile de le savoir, mais au moins il faut avoir essayé de le montrer d'une façon suffisamment convaincante pour que le Parlement et les juges acceptent que ça soit vrai. Et si on se pose cette question, que normalement chacun d'entre nous en tant que parents se pose, parce qu'on essaye, si on est des bons parents, de prendre des décisions conformes à l'intérêt de nos enfants. Si on considère que tous les êtres humains sont nos enfants et que ceux qui ne sont pas encore nés sont nos petits-enfants, on a une attitude à l'égard du monde assez différente et assez cohérente. Et pour en revenir à ce que vous disiez au début de votre propos, c'est les questions qu'on se pose aussi sur l'identité qu'auront ces futures générations. Comment ils se reconnaîtront. Un de nos internautes parle d'enracinement aussi. Vous-même, vous avez dit qu'il ne faut pas oublier les générations qui étaient avant, avoir cette… Oui, et puis l'enracinement, ça veut dire aussi ne pas oublier là où on est né. Ça, c'est quelque chose à laquelle, avant très longtemps, on ne peut pas imaginer échapper à être autre chose que celui qui est né quelque part à un moment donné de l'histoire. On ne peut pas imaginer d'échapper, à mettre notre conscience de soi dans quelqu'un qui serait né 3000 ans plus tôt. C'est quelque chose qui est à de multiples façons hors de portée intellectuelle. Et vertigineux. Donc nous sommes par définition enracinés dans ce que nous sommes. Par rapport aux questions et à votre réflexion sur le temps et le temps long, parce que vous avez beaucoup écrit et vous écrivez sur l'histoire de l'alimentation, des médias, etc., avec le souci d'écrire sur le temps long, mais vous avez parlé aujourd'hui d'une tendance mortifère dans ce temps présent. Est-ce que, de votre point de vue, nous sommes vraiment à une phase, ce début du XXIe siècle, de transition, de moments vraiment crucial dans l'histoire de l'humanité? Par définition, c'est un moment crucial parce que c'est le moment où nous vivons. Donc c'est le moment le plus important de l'histoire humaine, puisque nous sommes là. Puis on n'a aucune idée de savoir si c'était vrai qu'il y a eu quelque chose avant nous et si c'est vrai qu'il y aura quelque chose après nous. Après tout, c'est peut-être qu'une illusion.
dans le rêve que nous faisons. En tout cas, au moins, on a le sentiment que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de transition unique, exceptionnelle. Je pense qu'il faut comparer l'histoire du monde à une sinusoïde, j'essaie de la dessiner comme ça, qui monte vers plus de bien et qui descend vers plus de mal, qui remonte vers plus de bien et qui redescend vers plus de mal. Mais avec cette caractéristique terrible, c'est qu'on est capable de faire de plus en plus de bien et de plus en plus de mal. Qu'on monte beaucoup, on descend beaucoup, on monte de plus en plus haut, on redescend de plus en plus, et il est possible qu'à un moment, on descende tellement bas qu'on ne puisse plus remonter. Là, je pense qu'on est très haut, qu'on est en train de commencer une phase de descente, et j'espère qu'on ne descendra pas trop bas. C'est un vrai programme, ça, justement, Voilà. d'éviter la grande dégringolade. Et vous Voilà. nous avez répondu en disant, bon, bah, peut-être que l'éviter, c'est le 1 plus 1 égale 3, c'est aussi de se comprendre avec l'utilité de l'altruisme et Oui, de faire commun. c'est se focaliser sur ce que moi j'appelle, et ce sera, vous me permettez, la dernière question, Ouais, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire faire en sorte de concentrer toutes nos activités dans les secteurs utiles aux générations futures, à la préservation de l'identité des générations futures, c'est-à-dire les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de l'alimentation saine, de l'énergie renouvelable, de la démocratie, qui est la clé de la diversité, la culture, au détriment de tous les secteurs de l'économie de la mort, qui sont les secteurs qui sont liés aux énergies fossiles, au tabac, à l'alcool, aux sucres artificiels. Et étonnamment, quand on regarde les chiffres, l'économie de la mort, c'est mondialement 60% du PIB, alors que l'économie de la vie devrait représenter 80% du PIB. Et c'est ça le changement qu'il faut opérer maintenant, c'est de faire une mutation radicale, la plus rapide possible, vers l'économie de la vie, c'est-à-dire l'économie de la diversité, puisque quand on regarde ce qu'est la vie sur la planète aujourd'hui, c'est non seulement une immense quantité d'espèces différentes, dont certaines disparaissent, mais c'est aussi une structure, la vie, où de nouvelles diversités apparaissent, car on parle toujours des espèces qui disparaissent, on va aussi parler des nouvelles espèces qui apparaissent. Je vous remercie. c'est par définition le vivant. Grand merci à vous, Jacques Attali. Et bien évidemment, je vais repasser la parole tout de suite à Marie-Thérèse Besson. Merci, je remercie Jacques Attali qui nous a bien évidemment passionnés depuis 1 heure. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver pour poursuivre un entretien tel que celui-ci. Merci infiniment. Donc, si vous le permettez, puisque nous avons encore un petit peu de temps devant nous, je vais poursuivre, Jacques Attali, votre interrogation auprès de nos 2 médiateurs, Jean et Sylvie, en vous posant la question suivante. Puisque Jacques Attali nous a parlé du fait d'être des voyageurs curieux, ouverts sur le monde, j'ai envie de vous demander à tous les 2, quelle est votre vision justement par rapport à la franc-maçonnerie? Est-ce que vous estimez, tous les 2, vous qui êtes tous les 2 soit vénérables, soit membres de loges de recherche, donc qui avez fait un certain voyage déjà et qui avez déjà bien progressé, est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie nous emmène dans ce voyage d'ouverture? Est-ce qu'elle nous amène à être curieux? Est-ce qu'elle nous amène à travailler en partageant, en collaborant, à être altruiste? Tout ce qui a été dit là, est-ce qu'on peut le retrouver dans notre démarche? Déjà, Merci. le voyage est au cœur de la vie maçonnique. Tout commence par des voyages et en plus derrière un cheminement. Là, pour le coup, automatiquement, le maçon est un cheminant. Il n'est jamais parvenu, d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce que disait Jacques Attali, peut-être, le fait de ne pas être parvenu, c'est que je voyais sa description de l'identité plutôt comme un masque, d'ailleurs, hein, avec cette uniformisation qui ne serait que des conformismes protégés et proposés, comme il le disait. Et finalement, déjà, le cheminer, voyager, c'est sortir de soi et sortir de chez soi, et après, bon, dans la rencontre de l'autre. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, peut-être dans ce que Jacques Attali décrit, ça peut être anxiogène quelque part parce qu'il fait un tableau d'une société à la fois où il y a une forte individualisation, uniformisation, avec des identités multiples, mais aussi une solitude de l'individu. Et moi, ça m'interpelle. Je me dis que notre démarche, elle nous aide justement à mieux comprendre ce monde qui est complexe par rapport à son appréhension, son analyse de cette société. Et je dirais que la maçonnerie nous aide à ne pas craindre la solitude parce qu'elle nous apprend à être avec d'autres, avec des frères, des sœurs différents. Elle nous apprend la richesse de la différence. Et c'est ce qu'il prône de ce richesse. Donc ça, c'est ce que nous apprend notre chemin maçonnique. Et il nous apprend aussi à la fois appréhender le réel, mais aussi à nous ouvrir sur l'imaginaire, à voyager, voilà, aussi à développer notre réflexion propre, peut-être notre génie propre. Il l'écrit dans un ouvrage qu'il faut aller vers notre génie propre, développer nos motivations intérieures. Il parle aussi arriver à devenir soi dans ce monde uniformisé, enfin où il y a en tout cas une forte normalisation. Donc la maçonnerie me semble être une voie vraiment très riche pour cela, pour avoir sa réflexion propre et puis auprès des frères et des sœurs dans un collectif qui est riche. Voilà, bon, c'est ce qui me vient à l'esprit par rapport à ce qu'il dit. Mais il y a aussi une chose qui m'interpelle chez lui parce que Jacques Attali a beaucoup écrit sur l'histoire du temps Et et le beaucoup… labyrinthe, Sylvie. Comment? Et sur le labyrinthe. Oui, alors sur le labyrinthe, et il a vraiment aussi, oui, écrit sur une démarche spirituelle, pas initiatique parce qu'il n'est pas maçon, il l'a dit, mais ça nous interpelle parce qu'il a vraiment une réflexion spirituelle. C'est peut-être aussi son éducation, son père rabbin, etc. Et la maçonnerie nous aide aussi à nous inscrire dans le temps long, dans nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, donc les morts, comme notre Oui. conférencier de la semaine dernière aussi a dit. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Je me permets d'interrompre 2 secondes. Jean Furtos, la semaine dernière, nous parlait des vivants, des morts et des pas encore nés. Et on a retrouvé ces mêmes termes aujourd'hui, et je trouvais qu'il y a une vraie continuité dans la démarche de réflexion. La même approche. Nous sommes à un moment donné, mais certains nous ont précédés et d'autres vont nous succéder, et nous sommes bien peu de choses. Et voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer, ce concept de fraternité à travers le temps. Parce que souvent, on considère ceux qui viennent après nous comme nos enfants, ceux qui étaient avant nous comme nos parents, alors qu'en réalité, ce sont nos frères. Et il y a cette fraternité intergénérationnelle, déjà entre les vivants, hein, parce qu'on peut améliorer les choses sur la fraternité intergénérationnelle avec ceux qui sont vivants sur Terre, mais au-delà, je pense qu'il y a, il y a le temps long, quoi, et voir l'infini du temps. Alain Noël, tu souhaites intervenir? Je pense qu'il y a volontiers, mais je ne vais pas redire ce que Jean et Sylvie ont dit. Je pense qu'il a fait une référence très précise à quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme, c'est-à-dire le fait, dans la tradition hébraïque, on va dire religieuse, on ne peut pas commenter le texte si on n'est pas 10. C'est ce qu'on appelle le minyan. C'est impossible. Et quand on parle de quelque chose qui est beaucoup plus loin de la religion, il a fait cette réflexion, c'est qu'il faut dialoguer et commenter le texte, commenter les idées en les opposant. C'est-à-dire, l'éducation se fait par opposition de réflexion sur un thème, et ensuite, il faut développer la contradiction contraire en reprenant à son compte les idées de l'autre et en les développant. Et je pense que la maçonnerie doit apprendre à faire ça. Je ne suis pas certain qu'elle le fait toujours, je ne suis pas certain qu'elle le fait toujours très bien, mais je crois qu'une loge maçonnique, c'est quelque part un endroit où l'on développe des thèses, même si elles ne sont pas les siennes propres. Parfois, il faut qu'elles soient provocatrices, parce que ça fait bouger les choses, mais on développe des thèses,
et on demande à d'autres de développer la thèse contraire. Il ne s'agit pas d'exposer nos propres idées, qui finissent souvent par être les mêmes idées pour tout le monde. Il faut forcément se prêter au jeu de développer des thèses et d'accepter l'antithèse. Et ensuite, c'est peut-être à la loge de proposer à chacun une synthèse possible, sans l'imposer à personne. J'ai dit. Et puis au-delà de la synthèse, entendre parler le silence, entendre parler beaucoup d'autres choses. J'ai beaucoup aimé sa formule qui résonnait pour nous tous, francs-maçons, du 1 plus 1 égale 3. Bien Hein. sûr. Et l'importance qu'il a donnée à la relation. Parce que bon, il dit on peut être altruiste par utilité, en clair. Hein, mais au-delà de ça, on sentait dans son propos justement la nécessité que les valeurs aient autre chose qu'une valeur marchande. Arriver à quelque chose qui est au-delà de nos vies prosaïques, je dirais. Hein. Alors, il a dit aussi quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. Il a parlé de refuser d'être soi-même le même, de nourrir sa différence et de prendre le risque d'assumer sa différence. Et je trouve que c'est une notion qui est tout à fait intéressante et qui va justement lutter contre l'uniformité. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, Jean et Sylvie, de ceci? Sylvie. Sylvie? Non, ben Jean, Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est que en même temps, en particulier quand il est parti sur le genre, il a dit qu'on pouvait avoir des identités successives. C'est plus une identité si elle est toujours en changement. Et je me disais, il y a quelque chose de paradoxal. C'est pour ça que j'ai remplacé le mot identité par masque, peut-être, mais qui serait une sorte, on le voit bien, chacun voit son destin personnel comme un film où chacun veut avoir son quart d'heure de célébrité, mais euh, comme si finalement, et il l'a dit après, l'identité est quelque chose d'illusoire. Et c'est peut-être ça, nous aussi, qu'on apprend dans le cheminement maçonnique, que notre identité n'est qu'illusion. Mais le changement permanent dans une identité me semble justement un sacré paradoxe. Ça m'amène d'ailleurs à vous annoncer le rendez-vous de la semaine prochaine où nous allons avoir un entretien avec Marie de la Chennelière et Nicolas Morel-Journel qui s'intitulera « Différences subies et différences choisies » et qui va traiter du transgenre. D'où, voilà, on est pile poil dans ce que tu viens de dire, Jean, et je pense qu'on aura, je crois vraiment, encore un éclairage différent et quelque chose d'assez, à mon sens, inattendu. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose. Là, seulement pour compléter, pour dire que Oui. c'est un changement avec un basculement. Une fois qu'on a fait ce choix, il n'y a pas de retour. Donc là aussi, on est à une époque où on peut choisir son identité avec le courage que ça nécessite. Mais le courage, là, il est dans un changement de genre. Il peut être aussi dans des alternatives politiques, sociales, professionnelles. Ce qui est important, c'était aussi ce message qu'il avait eu de dire comment bah, chacun est acteur de la construction, alors on dirait sculpter son identité, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Alors, je vais peut-être demander à Jean, à Sylvie, à tous les deux de nous faire chacun une conclusion et puis Alain Noël fera une conclusion plus générale. Je commence Sylvie? peut-être une Oui. conclusion, oui. Bon, peut-être, oui, Jacques Attali nous donne à penser, en fait, le monde d'aujourd'hui, et à la fois souligne les menaces, les dangers d'une juxtaposition d'identité solitaire, d'individualisme, et ouvre une voie, en fait, nous alerte sur le fait de ne pas être des victimes consentantes d'une société capitaliste, ou en tout cas d'une société de normalisation, mais plutôt ouvre la voie sur
le fait de devoir avoir une curiosité, un émerveillement. Une sœur a écrit d'ailleurs que la franc-maçonnerie nous apprend aussi l'émerveillement si nécessaire pour développer la curiosité. Donc, être curieux, il n'a pas parlé d'esprit critique, mais on peut aussi dire d'esprit critique et aussi savoir collaborer, coopérer pour apprendre des autres et s'enrichir des autres pour garantir un futur aux générations qui vont suivre. Ouais, Merci. c'est Jean? évident que la curiosité va contre l'uniformité et qu'on a besoin de cette curiosité. On a besoin de s'asseoir à la même table, hein, puisqu'il a pris cette image et avec des convives qui ne nous Mm. ressemblent pas nécessairement, hein. Et au contraire, on a besoin peut-être d'aller dans ces voyages partagés avec, je pense, la nécessité du courage, parce qu'il a utilisé ce mot, hein, pour ne pas avoir assumé nos tribus, assumer nos communautés multiples, parce que nous sommes dans des communautés multiples, mais avoir le courage d'aller jusqu'à la tribu que nous ne connaissons pas encore. Parfait. Alain Noël? Ah, on n'entend pas, on n'entend pas. Il faut mettre le son. J'avais coupé mon micro, désolé. Comme conclusion, je voudrais simplement peut-être revenir sur cette idée qui vient d'être redéveloppée par Jean de la convivialité. L'échange, bien entendu, banal. C'est banal de manger ensemble avec quelqu'un et de parler, mais c'est un élément essentiel. Le partage ne se fait pas en mangeant tout seul, il se fait en mangeant avec d'autres, ne serait-ce qu'en mangeant avec quelqu'un qu'on aime, mais quelqu'un qu'on n'aime pas, peu importe. La convivialité, l'échange humain se fait dans le dialogue. Et le meilleur moment de dialoguer, c'est souvent tout prosaïquement et trivialement, même de boire un verre ensemble et d'échanger. Et à partir de là, il a montré, mais j'ai pas insisté dans la présentation, Jacques Attali est l'exemple vivant d'une identité multiple qui s'est développée, notamment sur un point essentiel. Après avoir été conseiller spécial de François Mitterrand pendant 10 ans, après avoir été au Parti socialiste, il s'en est éloigné. Il est devenu membre fondateur et président fondateur d'une banque européenne de recherche et de développement, la BERD, élément capitaliste majeur du développement économique de l'Occident. Et bien, quelques années plus tard, il fonde Planète, le microcapitalisme, l'aide aux petites structures. C'est la preuve évidente qu'on peut changer et qu'on change sans arrêt. Il n'y a pas une identité. L'identité, c'est à mon sens quelque chose que l'on construit. Et je pense que l'identité d'une personne, qu'elle soit homme ou femme, elle est définitive à la mort. Quand tout est mort, le destin est là. Jusque tant qu'on est vivant, le destin n'est jamais accompli. Voilà ce que je pourrais vous dire en conclusion. Et je voudrais rappeler de ce qu'a dit Marie-Thérèse juste avant. La semaine prochaine, nous aurons donc un dialogue inhabituel, puisqu'habituellement, il y a un conférencier qui présente un sujet et 2 modérateurs. La semaine prochaine, nous aurons en fait 2 conférenciers alternant l'un avec l'autre. Quelqu'un qui s'appelle Marie de la Chenelière, qui est transgenre, comme on dit maintenant, et son chirurgien qui l'a opéré. Et je pense que c'est quelque chose, on pourra comprendre quelles sont par-delà tout ce qu'on peut penser d'images